Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Une date à venir le 23 mai 2021, ce sera l'investiture du président Talon pour son second mandat, une cérémonie pleine de solennité. Marcela Rossi nous en trace une esquisse. « 11 entreprises promotrices de solutions digitales bénéficient du soutien du gouvernement béninois. Ces start-up ont reçu leur chèque le vendredi dernier, le point dans ce 13h. Les plans du Bénin peuvent souffler désormais. Une brigade spéciale pour la surveillance est née. Une première promotion sortie de l'École nationale des sous-officiers de Ouida. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Aujourd'hui, 17 mai, marque la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Une de nos équipes s'est donc intéressée au sujet. Le reportage que vous allez suivre met l'accent sur le caractère dangereux de cette maladie et les moyens de prévention. C'est un élément signé Général Afouda Mosiaboka, Bruno Hotepo. L'hypertension artérielle, ce tueur silencieux. Un caractère qu'on lui attribue en raison des torts que cause sournoisement cette maladie. L'hypertension artérielle est une maladie chronique qui se traduit par une augmentation anormale de la pression artérielle. La pression artérielle est la résultante physique de l'exercice du sang sur la paroi des vaisseaux sanguins. Le cœur produit du sang qui, à travers les vaisseaux sanguins, va irriguer les différents organes. Et donc, pour que ce sang circule dans les vaisseaux sanguins, il y a une pression minimale, une pression de base. Et donc, c'est quand cette pression dépasse les valeurs normales, c'est en ce moment qu'on parle d'hypertension artérielle. Quand la tension artérielle est supérieure à 14 pour la systolique et supérieure à 9 pour la diastolique, c'est en ce moment qu'on parle d'hypertension artérielle. Mal chronique, souvent source de complications cardiovasculaires, l'hypertension artérielle n'est toutefois pas une fatalité. Des habitudes d'hygiène pratiquées au quotidien peuvent permettre de prévenir son apparition. Déjà, nous devons avoir à l'esprit que nous devons faire beaucoup de sport, que nous devons marcher, nous devons manger beaucoup d'aliments moins riches en sel parce que trop de sel ne fait pas du bien à l'organisme. Nous devons manger des aliments riches en fibres et en légumes, éviter les matières grasses le plus possible et éviter vraiment les viandes très grasses. Beaucoup manger du poisson et boire beaucoup d'eau. Seulement une personne sur 2 aurait connaissance de son statut d'hypertendu. Et parmi elles, seulement 1 sur 2 bénéficierait des médicaments anti-hypertenseurs. Des chiffres qui montrent à quel point l'hypertension artérielle, son diagnostic et son traitement constituent un enjeu majeur pour la santé publique. Éducation, santé, économie, environnement, aucun domaine de l'activité humaine ne semble échapper aux technologies de communication. Elles s'illustrent comme un puissant levier de croissance économique à l'occasion de la journée dédiée à la télécommunication ce 17 mai. Rebecca Kendiaoundé nous propose ce reportage. Regardez plutôt. Télécommunication, un mélange de l'électronique et de l'information pour assurer un échange rapide, et ce, quelle que soit la distance. La télécommunication peut prendre la forme de technologie électronique, d'informatique, de transmission filaire, optique
ou électromagnétiques. Les télécommunications peuvent se faire sans fil ou avec un câble. Donc nous avons le signal électrique qui peut être utilisé pour les télécommunications. Nous avons aussi le signal optique de la lumière. Elle offre ainsi donc divers services, tout en favorisant une rapidité et une grande variété de moyens de communication, dont entre autres le téléphone, l'ordinateur ou encore la télévision. Ces avantages sont légion et la communauté internationale lui a dédié une journée le 17 mai. Cette année, le thème mobilisateur appelle à accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles. Donc accélérer la transformation numérique, c'est dire contribuer à essayer de continuer d'investir dans les télécommunications pour que malgré les difficultés que connaîtra le monde, que les télécommunications puissent aider à surmonter ces difficultés. Et pour moi, c'est d'abord sensibiliser tous les acteurs à ce qu'ensemble on puisse échanger et voir comment continuer de faire évoluer les télécommunications. Donc, investir dans le secteur, être à l'écoute des populations vulnérables pour que ces télécommunications leur apportent un mieux-être. À l'occasion de cette journée mondiale, l'Union internationale des télécommunications veut voir les pays membres stimuler la transformation numérique au service des stratégies de développement. Parlons à présent politique. L'opposant radical Kwame Coutié a fait un réquisitoire ce vendredi contre le régime du président Patrice Talon sur RFI. Il accuse l'armée d'être une milice qui tire sur des manifestants pacifiques et la présidentielle de parodie. Mauvaise autodéfense contre-attaque certains de ses anciens alliés, mais pas seulement. Suivons sur toute la première réaction au micro de Marcela Rossi après celle de parti Moël Bénin. Ça m'étonnerait aujourd'hui que le ministre Kwame Coutié puisse dire qu'il n'a fait qu'un appel pacifique en demandant aux gens de prendre des sifflets et des mouchoirs. Je pense qu'il dit quelque chose juste pour s'en sortir. Parce que ce n'est pas avec les mouchoirs qu'on pourra faire partie le président de force ou de gré le 5 avril à minuit. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas en sifflant que le président va courir pour quitter le pouvoir. Un leader que j'aime, un leader que j'ai suivi depuis 2006 et que je continue d'ailleurs de suivre même si nous ne partageons pas le même point de vue aujourd'hui, c'est comme une déception. Lorsque on ne s'organise pas, à l'arrivée, on trouve toujours que les institutions sont à la solde du pouvoir en place. Il n'est pas le premier à le dire. C'est le leitmotiv de toute l'opposition pratiquement en Afrique. L'opposition n'est jamais prête à reconnaître ses faiblesses pour se préparer aux joutes à venir. On veut toujours balayer le tort sur les autres. Et je pense que Kwame Coutié n'a pas raté le coup. Il est resté dans la même posture de ne reconnaître que leur malheur ne provient que de l'autre. Ça fait 15 ans que j'ai suivi ce leader, je l'ai pris comme un exemple, qui a toujours déconseillé de sortir dans la rue, manifester pour le compte d'un homme politique. Et que celui-là se retrouve à l'extérieur avec toute sa famille, appelle cette jeunesse, lance cette jeunesse dans la rue. J'ai tiré comme conclusion, après l'avoir écouté depuis ce jour et jusqu'à sa dernière intervention, qu'il faut savoir suivre l'homme politique. Et c'est à cela que je m'adresse à la jeunesse béninoise, de savoir suivre un leader politique. Un leader qui ne peut pas rester constant dans cette déclaration n'est pas un bon leader. Entre ce qu'il veut et ce qu'il a dit, quand vous faites l'écart, vous comprendrez qu'en réalité, ils sont les principaux auteurs, sous réserve que la justice ne nous éclaire de ce qui est arrivé. Elle ne disparaîtra pas. La Sénat ne va pas s'effacer avec l'avènement du Conseil électoral. La Commission électorale autonome existe toujours, mais sous une nouvelle forme. Georges Ochéré, expert électoral, nous apporte quelques clarifications sur cette restructuration de la Sénat. Suivez-le ici au micro de Osena Deleke et de Daniel Lada.
Précédemment, avec l'ancien code, il y avait 2 organes qui géraient la Sénat. Ce qu'on appelait l'Assemblée plénière, composée de 5 membres, et le secrétariat exécutif permanent, composé de 4 directions techniques. Mais à l'époque, avec cette organisation, le législateur s'est rendu compte que la part du politique dans le fonctionnement de l'institution était prépondérante et peut-être alourdissait un peu la gestion des élections. Donc la philosophie, selon ma lecture des nouvelles dispositions, c'est de réduire la part du politique dans le fonctionnement de la Sénat et renforcer l'aspect technique de la gestion des élections pour plus d'efficacité. Les organes de gestion des élections ont été changés. Au lieu de l'Assemblée plénière qui est dotée d'un bureau exécutif de 3 membres, donc Assemblée plénière 5, et les 5 élisent en leur sein le bureau exécutif, on parlait de président, de vice-président et de coordonnateur du budget, on n'aura plus ça. On aura un conseil électoral qui en fait fonctionne comme le conseil d'administration de la Sénat. Quand vous regardez un peu, avant, l'Assemblée nationale avait la prépondérance de la désignation des membres de l'Assemblée plénière de la Sénat. Ce n'est plus le cas. Maintenant, le conseil électoral est toujours composé de 5 membres, mais la majorité parlementaire désigne 1, la minorité désigne 1, et ça s'arrête là. L'opposition désigne 1, le président de la République désigne 1, et les magistrats réunis en assemblée générale désignent un des leurs, ce qui fait les 5. Les 5 se réunissent maintenant une fois ils ont été nommés par le chef de l'État et qui prêtent serment, ils vont élire en leur sein un président et un rapporteur. Mais le président du conseil électoral représente la Sénat. Donc il est également le président de l'institution. Outre ce conseil électoral, le bras opérationnel de la Sénat porte désormais le nom de Direction générale des élections, avec à sa tête un directeur général des élections, assisté de 4 directeurs techniques. Et c'est le directeur général des élections qui est l'ordonnateur du budget. Je prends par exemple l'OATB. Il y a un conseil d'administration, mais il y a un directeur général. Et c'est le directeur général qui est le chef de l'administration de l'OATB et qui en est l'ordonnateur. C'est le même principe qui est transposé au niveau de l'organisation des élections pour réduire la part du politique dans le fonctionnement de l'institution. Nouveau mandat d'un président de la République, ça démarre ici comme ailleurs, mais pas une cérémonie d'investiture. Avec le temps, des traditions diverses et un rituel, on en fait un moment chargé de solennité, un moment ponctué de discours d'investiture, de la prestation de serment et des hommages au président élu. Marcel Rossi nous propose ici un sujet sur les fondements et la scénarisation de ce grand rituel républicain. Suivons ce reportage. Devant Dieu. C'est un rendez-vous qui n'a jamais été manqué depuis les années 1960. Tous les 5 ans, depuis des dizaines d'années, le mandat du nouveau président béninois commence par une cérémonie d'investiture, un rituel de la vie politique devenu incontournable au fil du temps. Devant Dieu, les manes de nos ancêtres, la nation et devant le peuple béninois. Qu'il s'agisse de sa première fois ou d'une réélection, le rituel est immuable. Le chef suprême des armées, élu quelques semaines plus tôt, prête serment en récitant une centaine de mots au rythme de 21 coups de canon. Il s'agit d'un acte d'engagement qui siège à l'article 53 de notre Constitution où le président de la République élu prend l'engagement devant tout le peuple entier pour conduire les destinées de notre pays. Et ce qui est encore intéressant ici, à la fois c'est un engagement solennel, mais en même temps ça donne aussi un caractère d'obligation. Obligation du premier magistrat qui a reçu suffrage de ses mandats, donc une obligation pour lui de respecter tout ce qui participe donc de la vie sociale, du vivre ensemble. En même temps, il prend à témoin Dieu et les membres des ancêtres. Pourquoi il le fait? Il le fait simplement pour la simple raison que nous sommes dans une république laïque
où il y a des croyances, où aussi nous avons des êtres qui l'ont précédé dans la fonction et qui ont participé donc de la construction de cette nation dont lui il hérite aujourd'hui. Pour ne parler que du déroulé, nous avons un déroulé qui globalement sera meublé par 6 à 7 séquences. D'abord, les arrivées de la vice-présidente de la République et du président de la République, puis l'entrée officielle de la Cour constitutionnelle qui reçoit le serment du président de la République devant l'Assemblée nationale, la Cour des comptes et la Cour suprême. La Cour s'installe, elle déroule une audience solennelle au cours de laquelle aura lieu la prestation du serment proprement dite de l'élu, du président de la République élu. Une fois cette étape franchie, la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin sera invitée à remettre au grand maître de l'ordre le collier de grand maître, puis l'armée viendra renouveler son allégeance au chef suprême des armées que constitue désormais le président de la République qui a déjà prêté serment. 4 avril, puis après 6 avril, et maintenant 4e dimanche du mois de mai, date officielle de prise de fonction du président de la République élu, ainsi consacrée par la Constitution du 11 décembre 1990, telle que modifiée en 2019. Jusqu'à nouvel ordre, Porto Novo, la capitale, va continuer d'abriter l'événement. Rendez-vous dans quelques jours au stade Charles de Gaulle avec le président Patrice Talon et les 1000 représentants de la République. Enfin, la lumière, elle rompt le pacte lugubre avec l'obscurité. Les populations de Gabaka et de Gbegourou, de localités du Nord Bénin, viennent d'être électrifiées. Le réseau électrique tant espéré vient enfin à elle. Eman Rodi Gamega et puis Calvador Armanou nous étaient sur les lieux. Voici le reportage. La pâte n'a jamais cessé de s'agripper à la marmite dans cette cour commune. C'est Mariam qui s'y colle tous les jours. Sauf qu'elle doit le faire avant la tombée de la nuit. Gabaka, cette localité de Tchaourou, ne dispose en effet pas d'énergie électrique. Un voile de pénombre, jadis fatalité, aujourd'hui vaincu grâce aux ouvrages d'extension du réseau électrique, ce qui fait de Tchaourou l'un des heureux bénéficiaires des projets du programme d'action du gouvernement. Vous n'aviez pas tort d'être à Tchaourou, d'être né à Tchaourou ou à Gabaka. Quelle que soit votre position sur toute l'étendue du territoire national, vous avez droit à une énergie de qualité. Enfin, la lumière jaillit et Karima pourra cesser de parcourir des kilomètres pour recharger la batterie de son téléphone portable. Pour charger nos téléphones, on amène ça à Guinérou parce qu'on n'avait pas de courant. Et maintenant, comme on a eu du courant, on peut charger ça ici. On remercie beaucoup le ministre de l'énergie et tous les responsables chargés de l'énergie. Nous sommes très contents. Bien loin de Tchaourou, Gbegourou, un arrondissement de la commune de Ndali, quitte aussi le noir. Le village bénéficie ainsi du même programme qui entre dans une vision plus globale du gouvernement, apporter la lumière jusque dans le Bénin profond. Toutes nos excuses pour ce testrait qui a manqué de son. Les startups lauréates du financement Oumadera sont désormais en possession de l'échec. Au total, 11 entreprises promotrices de solutions digitales ont bénéficié de ce soutien du gouvernement béninois à l'issue d'un processus de sélection en 3 phases. Les chèques leur ont été remis ce vendredi à Cotonou. Stanislas Linkmont et Ramatou Labani étaient de la cérémonie. Voici le point. Des chèques évalués à des millions de francs CFA brandis comme un trophée de guerre. Ces startups béninoises bénéficient du soutien financier de l'État pour le développement de leurs entreprises respectives. Nos parents même veulent nous aider, mais ils n'ont pas les garanties pour nous accompagner. Je remercie le gouvernement béninois. Je peux dire maintenant que le développement des startups béninoises, ça y est. Le repositionnement du Bénin dans l'écosystème numérique est amorcé. Les 11 entreprises promotrices de solutions digitales bénéficiaires du financement espèrent d'autres soutiens de l'État. Il faudrait que vous nous donniez un pourcentage des marchés. Parce qu'une entreprise, c'est le chiffre d'affaires. Pas de crainte à avoir, le gouvernement rassure. Le ministre me charge de vous dire qu'il est vraiment engagé pour accompagner cette initiative pour laquelle
Vous savez qu'il y a 1 milliard dans le budget national qui est prévu pour accompagner les start-up. Depuis 5 ans, nous sommes en train de positionner le Bénin sur orbite dans tous les secteurs. Mais pour nous, tout cela doit être couplé avec un troisième facteur, c'est le développement de l'écosystème. Parce que ce n'est pas ce développement de l'écosystème, notamment l'écosystème privé du secteur, que nous pouvons espérer que cette étincelle que l'État a en fait jaillir va prendre. Et c'est grâce à vous, chers startups, que nous allons avoir toute l'innovation qu'il faut dans notre pays. Cette remise de chèques marque la fin du processus démarré avec 114 startups candidates au financement Oumandera en octobre 2020. Après les différentes phases de sélection, seulement ces 11 nominés ont répondu aux critères d'éligibilité. Master Data Science, c'est un nouveau master des sciences numériques bientôt disponible dans l'offre de formation au Bénin. Mais avant de le vulgariser, le Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications recueille d'abord les avis de ses partenaires industriels. Au micro de Fifame Salmatadji et de Bruno Routekpo, on s'imprègne de l'intérêt de ce Master Data Science. Le Centre d'excellence en sciences mathématiques et applications a innover donc avec un nouveau master en data science pour former des analystes et des data scientists pour tirer de la valeur donc des différentes données qui sont générées un peu partout dans différents secteurs d'activité. La finalité de cette rencontre, c'est de faire en sorte que les produits donc, qui sortent de l'université soient rapidement utilisables, donc fonctionnels sur le marché, mais en même temps, nous leur présentons aussi les infrastructures que nous avons, comme le centre de calcul que nous avons mis en place dans le cadre de ce projet, qui leur permettra d'avoir accès à de la capacité du temps de calcul, donc de haute performance au niveau local. Autrefois, ce qui se faisait, c'est que quand on a besoin de temps de calcul, de puissance de calcul, on est obligé d'envoyer les données à l'extérieur. Mais dans le cadre du projet Centre d'excellence, on a pu mettre en place maintenant un centre de calcul haute performance qui permet au Bénin finalement de pouvoir traiter des problèmes complexes au niveau local. Nous avons aussi une panoplie de formations continues qui intéresse directement les cadres et les employés des différentes entreprises de la place. La Banque mondiale, en finançant ce projet avec le gouvernement du Bénin, bien entendu, a voulu que nous ayons des conseillers au niveau du secteur industriel pour nous accompagner donc, dans notre métier de formation et de recherche. De 3 classes flambant neuf a été offert aux élèves du collège d'enseignement général de Serroun, c'est dans la commune d'Abomey. C'est une œuvre de l'ONG Sonafa, rendue possible grâce à un partenariat avec l'Allemagne. L'objectif est de bien évidemment offrir, meilleures conditions d'études aux élèves. Kadek Kakbo et Mérissa Pessoton pour plus de précision. Au nombre des salles de classe qui abritent les élèves du CEG Serroun dans la commune d'Abomey pour les cours, il y a des hangars qui exposent apprenants et enseignants aux intempéries. Cette image a fait parler le cœur du président de l'ONG Sonafa qui a plaidé auprès de ses partenaires allemands pour la construction de salles de classe dans ce collège. Merci infiniment pour ce geste de fraternité. Ceci va nous permettre d'étudier dans de très bonnes conditions. Merci. Merci et 1000 fois merci. Je dis grand merci à l'association Sonafa pour ce geste de cœur et rassure tout le monde ici présent du bon usage qui sera fait du joyau. La participation de la population, les élèves qui devraient contribuer. Aujourd'hui, la réalité est là. Merci à tous les acteurs du début jusqu'à la fin. Quand les faits parlent, les paroles se taisent. Je souhaite longue vie à l'ONG Sonafa. L'éducation est le socle de tout développement et c'est la raison pour laquelle l'ONG Sonafa s'investit dans le secteur. L'éducation constitue l'arme la plus redoutable contre la pauvreté et la misère. C'est pour cela que nous contribuons autant que nous pouvons à construire des salles de classe.
Des livres de comptes ont été offerts aux meilleurs élèves du CEG Seroun. Les actions de l'ONG Sonafa sont perceptibles un peu partout dans le département du Zou. Elle a construit et réhabilité des salles de classe dans de nombreux collèges, toujours pour offrir de meilleures conditions d'études aux apprenants. Quittons Abomey pour la ville de Ouida où s'est tenue la cérémonie de sortie de la première promotion des recrues de la brigade de surveillance des plans d'eau. C'était ce vendredi à l'École nationale des sous-officiers. Leur mission dans ce sujet signée Gina Lafouda Monsiaboka et Benoît Djogwe, surveiller nos plans d'eau. Voici le reportage. L'histoire retiendra qu'ils sont la toute première brigade de surveillance des plans d'eau au Bénin. Une nouvelle catégorie d'agents contractuels de l'État recrutés et formés pour, entre autres, veiller à la préservation de la ressource halieutique. La surveillance permanente est l'une des meilleures stratégies de discussion et de dissuasion du comportement illégal des hommes pour réussir des réformes et aboutir aux changements souhaités dans certaines situations. C'est dans le but de pérenniser les actions des opérations d'assainissement que le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon a autorisé lors du Conseil des ministres du 15 avril 2020 le recrutement, la formation et l'équipement d'une brigade de surveillance des plans d'eau. Outre le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, la formation des agents de la brigade a aussi connu l'implication du ministère de la Défense nationale. Le concret de la formation qui aura marqué le séjour des brigadiers à l'École nationale des sous-officiers s'articule essentiellement autour des rudiments des connaissances militaires de base. C'est donc à une formation commune de base adaptée à leur profil qu'ils ont été soumis. La brigade de surveillance des plans d'eau est composée de 55 agents, dont 2 inspecteurs de développement rural, 11 contrôleurs de développement rural et 42 ouvriers spécialisés des services généraux de l'administration. Le marché du textile béninois s'agrandit. Elle accueille un nouveau produit, la gamme de tissus Elouvo. Elle a été dévoilée à la presse ce vendredi 14 mai à Ouida. On retrouve Gina Lafouda Monsiaboka, mais cette fois-ci avec Patrick Nimavo pour plus de précision. Di Romain, Achofenou, Hueda Blue, Héritage ou encore Adalou. Voilà les 5 produits de la gamme Elouvo dévoilés au public béninois. Il s'agit de la toute dernière trouvaille de Nadia Adanlé, promotrice du concept couleur indigo. À partir de cet instant, le tissu indigo de couleur indigo va s'appeler Elouvo. Elou pour rester fidèle à la population ou à la communauté qui nous a apporté ce savoir-faire. Evo pour utiliser notre fond puisque nous sommes dans une ère culturelle fond. À peine fait-elle ses premiers pas dans l'arène du textile que déjà Elouvo se veut l'incarnation de l'espoir de voir le tissu Made in Bénin sur les podiums de mode internationaux. Parce qu'on croit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Elouvo peut devenir le tissu de l'Afrique et du monde et donc de Ouida. Si il faudra faire quelque chose pour promouvoir, soutenir, accompagner institutionnellement cette initiative. Madame Nadia sait que je le fais déjà et je continuerai de le faire. La gamme Elouvo sera exclusivement disponible à Ouida à partir du 5 juin 2021. Voilà qui met thème à cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous une très belle semaine. À demain si tout va bien.